Alors, il me fait plaisir de vous présenter M. Ghislain Hamel. Monsieur Hamel. Bonjour Roger. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. De parler d'immigration dans la MRC des Appalaches. Ça vous fait peur? L'immigration? Oui. Non, pas du tout. Moi, je suis maire de Saint-Jean-de-Brébeuf avant tout, mais je suis originaire de Thetford. Et Thetford, quand Thetford s'est développé avec l'amiante, ça a été un endroit où il y a eu beaucoup d'immigration. Il y avait besoin de travailleurs dans les mines et l'immigration à Thetford, les gens connaissent ça. Ça s'est un peu oublié avec les générations. Mais les gens, on est une ville qui a été formée à Thetford de beaucoup d'immigrants. C'est qu'à ce moment-là, on ne parlait pas d'immigrants. On ne n'utilisait parlait pas le terme. Exactement. Mais en fait, c'est un peu ça. Exact. Maintenant, on est rendu, les mines, c'est du passé. On a réussi à faire un développement dans des industries différentes que les produits miniers. Et on arrive à un point, justement, comme vous soulignez tantôt, avec les baby boomers qui prennent leur retraite. On est rendu dedans, là. La main-d'œuvre diminue, mais les industries sont encore là. Et ils ont besoin de main-d'œuvre. J'allais vous poser une question. En introduction, je nommais quelques problèmes qui se situent au niveau de la province, exemple le vieillissement de la population. Est-ce qu'au niveau de la MRC, on peut le constater, ça aussi? On le constate plus qu'ailleurs. Oui. Ici, on est vraiment une population. Parce que longtemps, encore là, c'était l'histoire des mines. Il y avait... le personnel était là, et les jeunes qui poussaient s'en allaient, il n'y avait pas d'autre chose. Alors, on a perdu une ou deux générations de jeunes. Il y en a resté quelques-uns, mais pas tellement. Lorsque je disais aussi la baisse de la démographie, avec la fermeture des mines, on est drôlement rendu compte. C'est ça. Fait que là, on a une population vieille et vieillissante, et c'est normal. Et on n'a pas l'entre-deux, là, il est difficile à atteindre. Et puis là, on manque de relève. On n'est pas les seuls au Québec à avoir ce problème-là. Dans les régions nord-américaines, c'est un peu la même chose. Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui vont quitter leur région, leur ville, leur village, pour s'en aller vers des plus grands centres, Sherbrooke, Québec, Montréal, Trois-Rivières. Aussi, ça se fait encore. J'en suis un exemple type. J'ai eu 3 filles qui n'habitent pas la région parce qu'il n'y avait rien qui répondait à leur choix de carrière ici en région. Mais c'est une chose c'est une tendance qu'on est en train tranquillement de d'effacer. Il y a de plus en plus de travail pour des professionnels, des universitaires en région. Alors ça, ça commence à se régler. Mais il reste qu'on a encore besoin de main-d'œuvre dans des industries, main-d'œuvre qu'on n'a pas présentement. Pas parce que le travail est pas bon à faire, c'est parce qu'il n'y a pas de gens. Alors, on se retourne évidemment vers l'immigration depuis quelques années. Ça a commencé au niveau de Sainte-Clotilde, surtout. Oui, oui, je me souviens. Déjà, ça fait déjà presque 7-8 ans. Et puis, c'était à l'initiative de Jacques Lucier et surtout d'une de ses conseillères qui avait dit « Pourquoi on ne ferait pas venir des immigrants? » Pour une chose bien importante pour eux autres, c'était de sauver l'école primaire. Ah? Le but premier, c'était de sauver l'école primaire. Il y a à Sainte-Clotilde un phénomène assez spécial. Il y a plus d'emplois dans la municipalité qu'il y a de résidents. Alors, l'idée qui sous-tendait la venue d'immigrants, c'était d'installer des immigrants dans la municipalité de Sainte-Clotilde, ce qui faisait en sorte qu'il y avait de l'ouvrage pour eux autres. Et en même temps, les enfants qui arrivaient... conserver l'école. C'est ça. Où j'ai enseigné d'ailleurs en passant. Ah bon? Je salue les gens de Sainte-Clotilde. Alors, ça a été le but visé au départ, c'était ça. Puis il est arrivé plusieurs familles, si ma mémoire Il est arrivé plusieurs familles, des crois. Colombiens pour la plupart. C'est là que Mme Lopez, Eva Lopez, est rentrée en ligne de compte. Oui. S'est mis à travailler pour faire venir des immigrants, aider ces familles-là, parce que faut dire que quelqu'un qui émigre, c'est pas parce qu'il laisse un milieu favorable. Assez souvent, il n'y a pas d'emploi, il a de la misère à faire vivre sa famille, il veut s'en venir dans un endroit C'est ça, améliorer sa situation. Exactement. Alors, nous, ici, c'est ce qu'on offre dans notre région.
Il y a un gros travail présentement qui se fait avec on pourrait appeler ça l'organisation 30-50, de faire en sorte que dans la MRC, les Appalaches, en 2015, il y aurait au moins 50 000 personnes. Ça nous aide dans plusieurs sphères. Au niveau commercial, c'est sûr que si on n'a pas d'acheteurs, ben il n'y aura pas de magasin. Alors, on prêche pour la proximité depuis des années. Et puis, la proximité, ben, c'est aussi les services. Alors, ces services-là, si on a une clientèle, ben, il va y avoir, les services vont être là. On a un hôpital qui fonctionne bien. Mais si jamais il n'y avait plus de clientèle à l'hôpital, qu'est-ce qui va se produire? Ça va diminuer. Exactement. C'est hypothétique, là, mais il faut y voir. Et la meilleure façon, c'est pas nécessairement juste l'immigration. Il faut aider la démographie. Ça, je pense que depuis quelques années, ça va bien là-dessus. Au niveau scolaire, on peut le voir, là, on était en déclin continuellement depuis presque 10 ans. Mm-hmm. Et là, on a une stabilité et il va y avoir au niveau primaire une augmentation bientôt. Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, à l'émission Zoom Appalaches pour la nouvelle saison 2019-2020, vous avez un nouvel animateur, Ghislain Hamel. Et ce soir, nous recevons un producteur acéricole, M. Francis Lessard, que je lui laisse la possibilité de se présenter. M. Lessard? Oui, bonjour. Producteur acéricole dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Je suis président du syndicat acéricole Appalaches-Beauce-Lobinière. En même temps de ça, je suis représentant de l'acéricole pour l'UPA Chaudière-Appalaches. Mon poste de président régional m'amène à être membre du CA des producteurs et productrices acéricoles du Québec, qui est provincial. Et votre rôle comme président de ce secteur-là consiste en quoi? C'est amener de l'information pour que les producteurs puissent nous enligner sur des différents dossiers qu'on a à traiter, que ce soit du côté production ou syndical. On est les représentants. Sur notre territoire, on se trouve avoir 1200 producteurs qui couvrent la MRC des Appalaches, la Nouvelle-Beauce et la MRC de Lobinière. Bonjour et bienvenue à notre émission Rencontre. Mon invité aujourd'hui est l'animateur de Zoom Appalaches. Alors, il connaît bien les lieux, sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas ici, mais il est à l'autre côté où il va recevoir les questions au lieu de poser les questions. Je suis avec Ghislain Hamel. Salut Ghislain. Bonjour. Est-ce que tu aimes ça, l'autre côté? Ben, c'est le fun. Je peux sentir un peu ce que mes invités ressentent. Exact. Non, c'est parfait. Souvent, mes invités ne sont pas natifs de Thetford, mais toi, tu es natif d'ici. Oui, je suis natif de Thetford. Et donc, et tu es resté, tu as dit, dans le quartier Saint-Maurice? Oui, je suis né dans le quartier Saint-Maurice, dans le vieux Saint-Maurice, sur la rue Victoria. Les gens âgés se souviennent probablement de la rue Victoria, mais les plus jeunes n'ont pas connu ça. Pas du tout. Après ça, moi, j'avais 7 ans quand on a déménagé dans la rue Robinson. Et ça, c'était dans le 2e Saint-Maurice. Quand tu dis dans le 2e, parce que c'est ça, moi, je ne savais pas que le Saint-Maurice a été déménagé 2 fois. Oui. Donc, la première fois, j'ai appris que c'était dans les années 50 ou quelque chose. Les années 50. C'est quand une des propriétaires de la mine Johnson, Pearl Johnson, est décédée. Elle, avant de décéder, elle avait un magasin et une immense maison. C'était pratiquement un château. Et puis, elle ne voulait pas. La mine, il fallait qu'elle prenne l'expansion où sa maison et le magasin étaient. Mais elle ne voulait pas. Alors, quand elle est décédée, ses frères, qui étaient propriétaires de la mine Johnson à l'époque, ont dit, bon, là, c'est le temps, on agrandit la mine. Alors, ils ont déménagé le quartier Saint-Maurice. Ils ont déménagé à peu près, je dirais, la moitié. Ils ont déménagé jusqu'à la rivière Bécancour, ou presque, pour la première fois. La deuxième fois, là, tout Saint-Maurice y a passé au complet. C'est tout ce qui restait. Là. C'était vraiment, quand tu prends la rue Johnson,
Ben, c'était l'autre côté. OK, l'autre côté. Ouais. Il y avait l'église qui était là, il y avait l'Académie Saint-Maurice. Dans le vieux Saint-Maurice, il y avait l'école modèle. Puis elle a été remplacée par l'école Diouville. Oh, c'est définitivement avant mon temps. Oui. Tout ça. Ben, c'est dans les années 56, 7, 8, dans ces années. Parce que moi, je me souviens, la deuxième fois, c'était au début des années 70. oui. Puis quand je m'en allais travailler ou quelque chose, on suivait des fois une maison. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait de voir que ta maison partir? Est-ce qu'il y a eu un impact? Ça fait de quoi que de perdre la place où toi, tu as connu? Puis... je te dirais pas vraiment pour la première. La deuxième, ben là, j'ai été là pendant 12 ans. C'était mon quartier. C'était mes amis. C'est ça. Mais je suis déménagé à Montréal avant que le deuxième déménagement se fasse. Alors, OK. la coupure était déjà faite pour moi. Était déjà fait, OK. À l'école, c'était quoi les matières, les sujets préférés pour toi, pour Ghislain? Il y avait le français que j'aimais bien. L'histoire, la géographie. OK. Ça, c'était mes matières préférées. Les matières préférées. Et est-ce que tu pratiquais des sports? Qu'est-ce que tu faisais dans le temps libre, parascolaire? Ben, on jouait du hockey. À cette époque-là, tout le monde jouait ensemble. Tout le monde, hein? Quand il y avait une tempête de neige, il y avait un hangar où il y avait des grattes d'entreposés puis des pelles. Puis quand la neige tombait, ben là, tout le monde s'en allait à la patinoire. Des fois, on pouvait être 30-35 jeunes. On se prenait chacun soit une gratte ou une pelle. Puis on grattait à la patinoire pour ceux qui avaient pris les grattes. Puis ceux qui avaient les pelles, ben, ils pelletaient la neige à l'extérieur de la patinoire. Il n'y avait pas de Zamboni, il n'y avait rien, là. Non, ça, c'était avant, puis c'était avant le temps d'Internet, puis les téléphones cellulaires et tout ça aussi. Exact. Puis il y avait aussi, dans la cour d'école, du soccer. Du soccer style ballon, on jouait sur la neige. L'été, on jouait pas. Oh, soccer, OK, sur la neige. Oui. OK. Dans la cour qui était grattée, là, mais c'était... pas les règlements du soccer d'aujourd'hui, là, mais c'était quand même, on pourrait appeler ça du ballon au pied. OK. Parce que on jouait beaucoup. Oui, c'était beaucoup dehors ensemble. Tu as fait carrière avec la Sûreté de Québec, mais qu'est-ce qui te pointait ou qui te pointait? Comment est-ce que c'est arrivé que tu as décidé ça? Ah, quand j'ai laissé l'école, moi, j'avais fait mon cours pré-technique à l'école de métier, qui est maintenant la Maison de la Culture à Thetford. OK. Et puis, j'avais pas idée vers où m'en aller. J'aimais un peu la menuiserie. J'avais essayé 6 matières qui se donnaient là, à l'école de métier à l'époque. Okay. Il n'y avait rien vraiment qui m'attirait. Et puis, j'avais déjà un emploi temporaire à l'école secondaire comme concierge. Alors, M. Benoît Paquette, qui était responsable du ménage à cette époque-là, qui avait le contrat, m'avait offert de travailler pour lui. Fait que j'avais accepté. J'ai fait ça à temps plein pendant 1 an et demi. J'aimais ça. C'était un travail qui était intéressant. Ça me donnait l'occasion de penser beaucoup. Je travaillais toujours tout seul. Est-ce que tu travaillais le soir? Oui, le soir. Okay. Et puis, mais par contre, à cette époque-là, il y avait beaucoup de publicité pour la Sûreté du Québec. Ils cherchaient du personnel. Okay. Puis on écoutait la radio, évidemment. Fait que ça m'a attiré un peu. J'ai regardé, je me suis informé. Dans le bureau de l'orienteur, il y avait des dépliants. J'ai regardé ce que c'était. Ça m'intéressait. Puis je me suis mis à y penser sérieusement. Finalement, j'ai appliqué, puis on m'a choisi. OK. Est-ce qu'il y avait un test à passer? Il y avait des tests, puis il y avait aussi la grandeur. À l'époque, ça prenait 5 pieds 8
Mais moi, j'étais juste sur la ligne. J'avais 5 et 8, ben juste. Ah oui? Oh, Je mon pense Dieu. qu'ils m'ont mesuré 3 ou 4 fois. As-tu mis un peu sur les talons pour être sûr que tu Là, passais? ils nous surveillaient pour pas qu'on le fasse. Mais tantôt, on parlait de stress. J'ai oublié ce fois-là, mais quand il m'a fait remonter sur Oh, my la plateforme heavens. pour me mesurer, les 3 ou 4e fois, là, je commençais vraiment à stresser en me disant, Je bon, comprends. je passerai pas à cause de ma grandeur. Mais non, j'avais 5 et 8. Alors là, tu embarques avec le Sûreté. Oui, en et- janvier 69. En janvier 69, OK? Et toi, là, tu es à Montréal? Oui. Parce À que je cette époque- comprends que tu étais placé à différents endroits. Ouais, Ouais. mais à cette époque-là, la région de Detroit faisait partie du district de Montréal. Oh, Non pas de Québec. Aujourd'hui, c'est le district de Québec, oui. ce qui est plus logique. Mais à l'époque, c'était le district de Montréal. Et puis, entre le district de Montréal et le district de Québec, il y avait une compétition qui était forte. Alors, quand il y avait quelqu'un qui provenait du district de Montréal, Montréal le gardait. Et l'inverse était aussi vrai. Quand quelqu'un était dans le district de Québec, Québec le gardait. Québec, le Alors moi, vu que j'étais dans le district de Montréal, on m'a gardé à Montréal. Et puis, j'ai fait 8 ans et demi à Montréal. Et tu faisais quoi? C'était quoi le poste? Au départ, j'étais sur l'escouade des services. À cette époque-là, il y avait beaucoup de personnel. Puis, il y avait comme une banque. On était stationné au Palais de justice à Montréal. Et puis, quand il y avait besoin d'hommes sur des postes ou des escouades spécialisées, il allait piger là. Puis, il y avait d'autres contingents qui rentraient. Moi, j'ai fait mon cours sur la rue Poupart à Montréal. J'étais l'avant-dernier contingent. Après ça, ça a été à l'école de police de Nicolet. Mais moi, j'ai fait mon cours à Montréal. Fait que j'ai fait presque 1 an dans l'escouade des services. On travaillait au palais de justice et on travaillait aussi à Parthenay, à la prison de Parthenay. On faisait de la garde, là. Après ça, j'ai été sélectionné pour aller sur une unité de filature. La filature, ça faisait 1 an que c'était formé. Il n'y en avait pas avant. OK. Et puis, là, il avait décidé de grossir. Ça fait que, on était, je pense, une bonne douzaine qu'on était rentrés à la filature en même temps. Des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé? Yeah. Oui, j'ai bien aimé ça. C'était le fun. C'était incognito. Alors là, j'ai pu me laisser pousser les cheveux. J'ai même eu les cheveux à peu près à ce Oh oui, longueur-là. c'est ouais. toute une différence. Et puis, ouais, c'était le principe de la filature, c'est de voir sans être vu. Exact. Puis en 70, j'ai travaillé beaucoup sur la crise d'octobre, les Felkis à l'époque. On suivait ceux qui étaient réputés faire partie des Felkis, le Front de libération du Québec. Québec, oui. Puis par la suite, dans les années suivantes, là, c'est le côté terroriste ou subversif a disparu un peu. Puis on faisait beaucoup plus de criminels. Ah oui? Oui. Il fallait infiltrer? Non, c'est Non. juste voir sans être vu. Sans être vu. OK. Puis j'ai des bons souvenirs. J'ai des souvenirs d'avoir suivi des gens qui allaient voler une auto. On le voyait voler l'auto. Puis on le laissait faire. Nous, c'était pas notre rôle de l'arrêter, là. OK, C'était notre rôle donc toi, tu simplement disais à quelqu'un d'autre, OK, c'est ça Oui, qui est... on compilait nos observations. Puis ça servait de preuve à la cour quand l'individu était arrêté plus tard. Là, j'ai vu des vols de banque. À cette Mais époque, jamais pour intervenir. on C'était- n'intervenait pas. Dans les vols de banque, assez souvent, on avait ce qu'on appelait, nous, en anglais, un backup d'enquêteurs qui étaient pour les crimes à main armée, là, les vols à main armée. Alors, quand on disait, bon, OK, ils rentrent dans la banque, là, on se retirait, et puis eux autres intervenaient, puis ils les arrêtaient à la sortie de la banque. J'ai vu ça 2 fois. C'était impressionnant. Hein? Ah, ça, c'est quelque chose, Ouais. oui. Et Alors, donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. OK.
par la suite, là, j'ai déménagé aux îles de la Madeleine. Exact. Je me souviens que tu as dit que tu étais affecté aux îles. Puis ça, mais ça, c'est complètement différent parce que c'est une région maritime. Est-ce qu'il y avait la difficulté à s'adapter? C'est une vie qui est différente? Dans mon cas, j'ai pas eu de difficulté. Je venais de marier ma femme, Claire. OK, oui. OK, Puis, donc. on s'est en allé aux îles ensemble. Puis on a eu notre première fille là, aux îles. Alors, c'était... Tu t'es bien occupé. Oui, on avait notre cocon. Puis les gens là-bas sont tellement sympathiques que, non, on a eu beaucoup de plaisir à vivre là. Et c'était quoi? Tu faisais le poste? C'était quoi? J'étais patrouilleur enquêteur. Oh, okay. On faisait de la patrouille. Il n'y avait pas d'enquêteur attitré. C'était le chef de patrouille. On travaillait à deux. Puis le chef de patrouille était aussi enquêteur. Fait que quand il y avait des petites enquêtes, puis il n'y avait pas une grosse criminalité là-bas. Non, j'imagine que non. Donc, c'était beaucoup plus tranquille. Est-ce que c'était moins intéressant que quand tu étais à Montréal? Puis, c'était complètement différent. OK. Parce que j'avais jamais travaillé en uniforme, à l'exception des premiers mois où j'étais rentré dans la sûreté. Après ça, j'étais toujours en civil. Là, aux îles, j'étais en uniforme avec les cheveux courts. Et puis, je faisais la patrouille, puis je rencontrais les gens. J'ai adoré aussi travailler aux îles. Ça a été une belle expérience. Et ça, là, tu étais là combien de temps? 2 ans et demi. OK. On pouvait, aux îles, à l'époque, c'était 2 ans minimum, 3 ans maximum. Alors, passer 2 ans, même si tu aimais ça, mais là, tu commençais à regarder pour aller ailleurs, parce que au bout de 3 ans, c'est sûr tu savais qu'il fallait quitter. C'est ça. Puis on était mieux de choisir notre place que de s'en faire donner une. Cette semaine, on rencontre un nouveau président, président du centre-ville de Thetford, M. David Poulain. Alors, sans plus tarder, je le laisse se présenter. Alors, M. Poulain. Merci beaucoup, M. Hamel. Merci de l'invitation. Je ne suis pas président du centre-ville, président d'un organisme Héritage Centre-ville, c'est ça, parce que j'ai pas le côté dictateur. On ne deviendra pas une république, on ne va pas sortir de la ville. Donc, président d'Héritage Centre-ville, oui, depuis peu. Depuis peu, ça veut dire? Depuis notre assemblée générale annuelle qu'on a tenue fin janvier. En pleine pandémie. En pleine pandémie, via Zoom. OK. Donc, moi, je prends le relais de Margot Setlaqui-Blouin, qui était présidente depuis quelques années. Qui avait fini son terme, probablement. C'est des termes de combien d'années? Des termes de 2 ans. 2 ans. Exactement. Donc, évidemment, au niveau du conseil d'administration, les mandats se renouvellent aux 2 ans. Une année post-impair, l'autre année post-impair. Ouais. Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle émission. Le titre a changé, mais l'émission est sensiblement la même chose que c'était pour Zoom Appalaches, mais dorénavant, ça s'appelle Sous un autre angle. Et pour ce soir, notre première invitée est Mme Annie Rodrigue. Bonsoir, Mme Rodrigue. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter, Mme Rodrigue, puis après ça, je vais vous bombarder de questions.